pouvoir. Or, un système politique dans lequel les meilleurs détiennent et exercent le pouvoir est une aristocratie. Ainsi, continuer de nommer notre système politique démocratie désamorce la critique la plus pertinente que l'on pourrait lui adresser, celle du déficit démocratique. Donc, pour notre système politique, il serait beaucoup plus pertinent de parler d'aristocratie élective. Cependant, dans une aristocratie réelle, le pouvoir devrait être exercé par les meilleurs. Or, dans notre système politique actuel, qui peut affirmer que le pouvoir est détenu et exercé par les meilleurs, c'est-à-dire les plus sages, les plus aptes et les plus intègres? Nicolas Sarkozy et François Hollande sont-ils les meilleurs d'entre nous, les plus justes, les plus compétents, les plus honnêtes? Probablement pas. Pour être suffisamment précis, je dois donc ajouter que nous sommes théoriquement en aristocratie, mais que notre système est devenu, en pratique, une plutocratie. Ce mot que nous connaissons mal désigne un pouvoir politique détenu et exercé par les riches. Lorsque je parle de riches, il s'agit des 1% les plus riches. Les riches exercent donc ce pouvoir par l'intermédiaire de représentants que nous pensons être les nôtres. Comment détiennent-ils ce pouvoir sur ces représentants politiques ? D'abord, en s'assurant la maîtrise des médias privés afin d'orienter l'opinion publique en faveur de leurs candidats et de soumettre le personnel politique par une pression médiatique constante. Par ailleurs, les 1% les plus riches financent des campagnes ou des partis politiques. On peut également rencontrer la corruption directe d'élus politiques sous forme monétaire ou de promesses d'embauche. Cela est particulièrement visible dans le secteur de la santé. Enfin, les pratiques de lobbying achèvent de détourner les élus politiques de l'intérêt général. L'une des alternatives à ce système politique défaillant réside dans ce qu'il prétend incarner, à savoir la démocratie. Dans l'une de ses conférences, Antoine Chollet revient sur le contexte dans lequel le mot « démocratie » a été inventé. Rappelons aussi qu'au moment où le terme est inventé en Grèce ancienne, c'est un terme qui cherche à discréditer la démocratie qui est en train de se mettre en place. C'est une espèce d'attaque, c'est un terme moqueur qui essaye de signifier qu'il est impossible justement que le démos ait le kratos. On ne peut pas donner le pouvoir au peuple, c'est une espèce de contradiction. Ce serait une contradiction dans les termes, parce que le pouvoir appartient toujours à un petit nombre de personnes, c'est-à-dire, pour reprendre les termes grecs, une oligarchie, voire à une monarchie, c'est-à-dire quand une seule personne a le pouvoir. Donc, démocratie, c'est un de ces termes, c'est pas le seul. Il y en a toute une série d'autres dans l'histoire du vocabulaire politique, mais c'est un de ces termes qui a commencé comme une espèce de stigmate qui a été récupéré par les démocrates eux-mêmes en disant le démos peut bien avoir le kratos. Ainsi, c'est pour se moquer de l'idéal démocratique, c'est-à-dire d'un partage maximum du pouvoir politique, qu'a été inventé le mot démocratie. En effet, il est relativement irréaliste de se figurer que le pouvoir politique d'une si grande cité puisse être partagé, à tout sujet, à tout moment et entre tous les citoyens. Cependant, même si le terme démocratie est l'objet d'attaque, ses partisans vont le reprendre à leur compte et parvenir à instaurer un système qui se rapproche de cet idéal démocratique. C'est ce système que les Athéniens baptiseront démocratie. Comment cela fonctionnait-il ? Pour le savoir, il est nécessaire de revenir à Athènes en -5 avant Jésus-Christ. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, Athènes est en pleine crise. L'appauvrissement des paysans ne cesse d'augmenter. La politique appartient aux nobles, ce qui agace profondément les commerçants et artisans en soif de pouvoir. Qui plus est, les pauvres demandent plus d'égalité. Quel bordel! Pour préserver le calme et l'unité de la cité, le système est réformé. Une première dans l'histoire, la démocratie est en marche. Cette évolution s'étalera sur plus de 100 ans avec 4 grands bâtisseurs. Dracon, Solon, Pisistrate et Clisthène. À l'époque, la barbe est à la mode. Le principe de ce nouveau régime repose sur la participation du peuple aux décisions. Et oui, la politique est l'affaire de tous les citoyens athéniens. En pratique, comment ça se passe ? La cité organise environ 30 fois par an des assemblées ouvertes et pouvant contenir jusqu'à 6000 citoyens. Ici, on débat collectivement pour ratifier les lois, voter le budget, décider de la paix et de la guerre. Dans l'hémicycle, tout citoyen athénien a droit à la parole. Une indemnité journalière est donnée aux plus pauvres pour compenser les jours de travail perdus. Chacun peut participer avec la même importance, quel que soit son niveau social. L'élément central de cette démocratie, c'est l'ecclésia. Rappelez-vous, l'assemblée citoyenne ouverte à tous. C'est là que tout se passe. 500 Athéniens y sont tirés au sort parmi une liste de volontaires pour composer la boulée. L'assemblée
qui prépare les lois, gère les finances et contrôle les magistrats. Ces derniers sont également tirés au sort parmi l'Ecclésia et veillent à la bonne application des lois. Seulement 10 d'entre eux sont élus pour s'occuper principalement de la stratégie militaire de la cité. Pour la justice, les jurés sont constitués de citoyens tirés au sort parmi la population. Une fois tirés au sort, chaque citoyen passe un examen, la dokimasie. Il ne s'agit pas de contrôler leurs compétences, mais de vérifier leur citoyenneté et leur moralité. L'Ecclésia pouvait également voter la destitution de tout citoyen tiré au sort en cas d'abus. Le plus important dans cette démocratie athénienne, c'est l'alternance entre gouvernants et gouvernés. La rotation entre les dirigeants et les citoyens, des mandats courts et révocables. Durant sa vie, un Athénien sur 2 était au moins une fois membre de la Boule. À présent, je souhaite revenir sur le raisonnement qui a conduit les Athéniens à se doter de telles institutions. Pour tendre vers l'idéal démocratique, les Athéniens vont se doter d'un objectif central, l'égalité politique réelle. Cet objectif consiste en un partage équitable du pouvoir politique entre tous les citoyens de la cité. Afin d'atteindre cet objectif ambitieux, ils vont le décliner en 2 sous-objectifs, l'amateurisme politique et la rotation des charges. Maintenant que les objectifs sont définis, les créateurs de la démocratie vont mettre en place des institutions permettant d'atteindre ces objectifs. Ils instituent le principe fondamental d'iségoria, qui peut se définir comme le droit pour les citoyens de s'adresser à l'Assemblée à tout moment et à tout sujet. Pour permettre la rotation des charges, les mandats des représentants politiques sont courts et non renouvelables. Pour permettre l'amateurisme politique, les représentants politiques sont tirés au sort, et non élus. Pour se protéger du hasard et de la nature corruptrice du pouvoir, les tirés au sort sont soumis à diverses obligations. Avant le mandat, les tirés au sort devaient s'être portés volontaires pour assumer leurs responsabilités. De plus, ils étaient soumis à la docimasie, un examen d'aptitude à exercer le pouvoir. Enfin, ils pouvaient éventuellement faire l'objet d'ostracisme, c'est-à-dire être mis à l'écart s'ils étaient perçus comme dangereux. Pendant leur mandat, les tirés au sort pouvaient être révoqués s'ils manquaient à leurs responsabilités. Enfin, après leur mandat, les tirés au sort étaient soumis à une reddition des comptes. Au cours de cette reddition des comptes, un jury citoyen pouvait décider de sanctionner leur intervention. Dans les cas les plus graves, les représentants pouvaient être mis en accusation publique et se voir infliger de lourdes peines. Ces institutions politiques ont stimulé l'activité des citoyens et tenu le pouvoir politique hors de portée du pouvoir économique. De plus, ce mode de fonctionnement politique met l'intelligence collective au service de la société. Bien qu'Athènes soit le lieu où est né le mot démocratie, ce pouvoir détenu et exercé par le peuple remonte bien plus loin. En effet, si l'on définit un mode de fonctionnement démocratique comme le fait de s'assembler et de délibérer des affaires communes pour dégager un consensus, il apparaît que de nombreuses communautés ont ce mode de fonctionnement. Et beaucoup de ces communautés existaient bien avant Athènes. À titre d'exemple, je vais vous lire le rapport d'un jésuite, le père Brébeuf, au sujet des Wendat, des autochtones de Nouvelle-France. Il y en a quasi point qui ne soit capable d'entretien et ne raisonne fort bien et en bons termes sur les choses dont il a connaissance. Ce qui les forme dans le discours, ce sont les conseils qu'ils tiennent quasiment tous les jours dans le village et en toute occurrence, quoique les anciens y tiennent le haut bout, et c'est de leur jugement dont dépend le choix des affaires. Néanmoins, s'y trouve qui veut et chacun a le droit d'y donner son avis. Je répète.